Bonjour à tous, il est 11 heures. Notre webinaire va bientôt commencer. Vous êtes déjà assez nombreux à vous être connectés. On va laisser peut-être encore une petite minute ou deux à nos camarades pour se connecter. J'en profite de ce court moment pour remercier les équipes de l'ADTEM pour nous avoir permis et nous avoir accueillis avec mon camarade Joe ce matin, Olivier. Bonjour à tous. On va prendre 5 minutes pour se présenter. L'objectif ce matin, c'est parler data. La data, le nerf de la guerre dans un enjeu qui nous a tous touchés en tant que marketeurs, qui est la digitalisation de nos pratiques. Alors, digitalisation, pour certains, qui était déjà très forte, pour d'autres, qu'on a dû prendre, entre guillemets, un peu dans la tête il y a maintenant 1 an de ça. Et donc là, l'idée, c'est de faire un peu le point sur cette année de marketing 100% digital et d'essayer de partager avec vous quelques retours d'expérience, quelques bonnes pratiques. Alors pour ceux qui, je vois que le chat commence à se remplir, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, n'hésitez pas à poser vos questions, à intervenir dans le chat. On essaiera de prendre vos questions au fur et à mesure. Et puis, on aura un petit moment où on sera un petit quiz en live, histoire de réveiller tout le monde. Donc, je compte sur votre participation. Olivier, je te propose, pour faire venir les derniers, de prendre 3 minutes ou quelques minutes pour se présenter. Alors, Olivier, raconte-nous. Merci Benoît. Donc, je suis donc le dirigeant de Corp Agency depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai au préalable fait toute ma carrière dans l'industrie des salons, des événements B2B. J'ai occupé différents postes de management et puis donc j'ai créé ma structure. J'ai déjà été indépendant il y a un peu plus de 10 ans. J'ai une première structure. Je travaille avec les organisateurs de salons étrangers en France. Et puis après, j'ai créé Corp pour pouvoir me lancer dans l'organisation d'événements propriétaires en 2010. Donc, on a lancé depuis la création peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'événements. Ce sont des événements récurrents, donc des annuels, qui vont rassembler de quelques milliers de participants à 15-20 000 pour les plus gros. Et donc, on est donc des experts, entre guillemets, des événements de la tech, puisqu'on a dans notre portefeuille des références comme Big Data Paris, AI Paris, Blockchain Paris, Voice Tech Paris, maintenant un événement sur le quantique. On prépare également le Festival mondial de l'intelligence artificielle à Cannes en février 2022. Donc, c'est une nouvelle que je vous partage ce matin. C'est un lancement très ambitieux l'année prochaine au Palais des Festivals. Et puis, sinon, petit élément de différenciation par rapport à certains de nos confrères, on s'est lancé dans le digital il y a maintenant 4 ans, puisqu'on a développé une plateforme propriétaire pour faire du matchmaking et du rendez-vous d'affaires. Et on continue à œuvrer dans ce sens-là, à essayer de développer des outils digitaux pour l'organisation de nos événements. Merci Olivier. Alors nous, donc moi je m'appelle Benoît, je travaille chez Nomination et on a la chance, on est très content de compter Olivier parmi nos clients et puis même parmi nos partenaires, puisque on a eu le plaisir d'être de l'autre côté de la barrière et d'être aussi participant à différents salons organisés par Corp Agency. Donc Nomination, pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre métier c'est produire de la donnée sur les entreprises et puis sur leurs principaux décideurs. Et on va alimenter les processus commerciaux et marketing de nos clients avec cette data qu'on espère être la plus smart possible et qui est vraiment le carburant des processus de lead gen, des processus commerciaux, des processus marketing de nos clients. Alors, je crois qu'on peut se dire que les gens sont majoritairement arrivés, et tant pis pour ceux qui arriveront en retard. On va se lancer. On va commencer par un petit flashback, parce qu'il y a un chiffre que j'aime bien citer et qui est un peu qui illustre le chemin que, en tant que marketeur, on a tous dû parcourir.
Et ensuite, on parlera digitalisation des events, emailing d'acquisition, identification de cibles à potentiel. Et j'aurai le plaisir d'avoir Olivier qui éclairera de son expérience à la fois en tant qu'organisateur d'événements, à la fois comme marketeur, mais aussi comme patron d'une boîte qui doit aussi se développer. Donc Olivier nous fera le plaisir d'éclairer ces différents sujets, de son retour d'expérience, de ce qu'il a vu, de ce qui fonctionne, des questions qu'on se pose encore tous. Donc voilà, donc c'est parti, début du webinaire. Rappelons-nous, 2019, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On avait eu l'occasion, alors je sais que c'est pas très bien de citer des concurrents, donc on va aller très vite, mais on a eu l'occasion avec le CMIT Tech in France de conduire un baromètre qu'on a appelé le baromètre des usages marketing. Et lors de l'édition 2019, il y a un chiffre qui avait été cité et qui était vraiment très significatif, c'est que pour pratiquement 70% des entreprises qu'on avait interrogées, les événements, l'événementiel était au cœur de la stratégie de lead gen. À tel point que le budget événement, alors soit à organiser en propre, soit à participer à des salons, etc., c'était le premier poste de coût des budgets marketing en B2B. Alors c'était logique, hein, premier poste de coût, premier levier d'acquisition de nouveaux clients, d'acquisition de leads. Ça, c'était en 2019. Alors, 2019, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Évidemment, on a interrogé les personnes, je me souviens, et on a sorti ce baromètre, c'était début mars. Donc, début mars 2020, tout se passait bien, entre guillemets. Hein. Quelques semaines plus tard, le confinement arrive, et aujourd'hui, clairement, on a dû tous collectivement se réinventer, tous collectivement se reposer la question de comment se passer de ce premier canal, de ce premier levier de lead gen, qui était apprécié par tous les secteurs d'activité, par toutes les structures. On avait tous plein de commerciaux qui nous demandaient d'être présents aux événements clés des écosystèmes. Donc le sujet, évidemment, maintenant, c'est de se dire comment, collectivement, on a ou pas réussi la digitalisation des événements. Alors, pour vous permettre d'interagir et de ne pas être simplement un spectateur passif, on va y revenir, l'interactivité font partie des vrais points, des vraies interrogations sur cette partie événements digitaux. Petite question, aujourd'hui, ce matin, vous êtes tous inscrits, vous êtes tous consommateurs d'un webinar. Alors, webinar, événement digital, parce que certains n'appellent pas ça des webinars. Petit questionnaire, alors vous, concrètement, à quelle fréquence participez-vous à des webinars? Moins d'une fois par mois, au moins une fois par mois, 2 fois par mois ou encore plus? N'hésitez pas, il y a le petit onglet, exactement, merci Corentin, il y a le petit onglet sondage qui vous permet de participer. Et vous voyez en live. Alors toi, Olivier, si tu avais à répondre, c'est quoi ta fréquence de consommation d'événements digitaux? Oh, c'est une fois par mois? Pas plus? Pas plus, non. Eh bien, écoute. C'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai pas le temps. Donc, Alors, moi, j'avoue que je m'inscris plus d'une fois par mois à des événements, mais que j'y assiste moins d'une fois par mois. Je fais partie des 50% au moins de gens qui s'inscrivent et qui ne participent pas, au grand désespoir des organisateurs. Alors, résultat du sondage, presque une majorité d'entre vous, moins d'une fois par mois. Par contre, il y a 20% qui sont très consommateurs avec plus de 20% par mois. Alors évidemment, hein, je pense que la déferlante des webinars, réunions, ateliers Zoom, Zoom Meeting et autres joyeusetés, on l'a tous vécu. Je pense que ça a été une des premières réponses de toutes les équipes marketing, en particulier les équipes marketing B2B, post-premier confinement, quand passé la phase de sidération, on s'est tous relancés dans la lead gen, on s'est tous relancés dans la production de contenu et dans l'alimentation des équipes marketing. On a tous globalement tenté l'expérience des webinars et on l'a tous démultiplié. Alors, 12 mois plus tard, vu que, sauf quelques cas particuliers, on n'a pas réussi, on n'a pas pu réactiver des événements physiques. Alors, quel bilan on peut en tirer? Je vous fais part là de quelques éléments que j'ai pu échanger avec un certain nombre de clients en nomination qui se servent de nomination pour
pour faire parvenir des invitations à leurs événements. On a eu l'occasion avec un certain nombre d'entre eux on va dire d'échanger. Alors, quels sont les points positifs qu'on a pu noter? Alors, évidemment, le gros point positif de l'événement digital, c'est des coûts externes proches de zéro. Aujourd'hui, il y a des plateformes, par exemple celles qu'on utilise ce matin avec nos amis de la DTEM, qui permettent à des coûts extrêmement faibles de supporter cette infrastructure et d'être capable d'organiser des événements digitaux. Deuxième point, la notion de récurrence. Il y a encore, on va dire en 2019, quand les événements étaient physiques et qu'il fallait organiser plus de 2 ou 3 petits déj de prospection en invitant des personnes, en faire 2 ou 3 par trimestre, c'était déjà pas mal. Aujourd'hui, les webinars, si vous êtes vraiment motivé, vous pourriez presque en faire plusieurs par semaine. D'ailleurs, on a des confrères, des clients qui le font et qui ont basculé l'essentiel de leur activité de communication et de marketing là-dessus. Autre point extrêmement positif, évidemment, les cycles courts, cycles projets courts. Vous trouvez un sujet, vous êtes capable de monter la page d'invitation, envoyer les invitations et globalement, sur 2-3 semaines, être capable d'avoir une certaine audience, plus ou moins qualifiée, plus ou moins significative. Mais une fois de plus, quand on repense à ce que ça signifiait d'organiser des événements physiques avec la réservation de salles, le booking des intervenants, etc., on voit bien le côté accélération que cela permet. Et puis, dernier point qu'il faut avoir en tête, parce que je pense que c'est un sujet majeur pour beaucoup d'entre nous, la production de contenu. Un des contenus clés que beaucoup de marketeurs en B2B a envie de produire, c'est évidemment la vidéo. Vidéo étant un support particulièrement pas évident à réaliser, ou en tout cas compliqué. Le webinar permet facilement, finalement, de produire ce contenu. Donc, premier élément, il y a effectivement beaucoup de choses positives dans les événements digitaux. Par contre, je pense que passé un peu l'enthousiasme du début, on a tous aussi commencé à toucher du doigt des limites. Première limite, clairement, l'animation à repenser. C'est beaucoup plus facile d'avoir une animation qui interagit avec l'audience. C'est plus facile de captiver l'audience quand on regarde les gens dans les yeux. Là, par exemple, ce matin, je suis incapable de savoir si sur la cinquantaine de personnes qui se sont inscrites, combien m'écoutent, combien me regardent, combien sont en train de se dire que ce que je raconte, c'est pas si bête que ça, et combien, au contraire, sont en train de regarder leur mail et m'ont mis sur mute parce que finalement, je les intéresse pas trop. Donc, premier sujet, l'animation. Ce qui va avec l'animation, pour moi, c'est clairement l'interaction. Comment on crée de l'interaction. C'est pas évident. Alors, il y a ces petits sondages live. C'est gentil, Alexandre. Merci beaucoup. L'interaction, il y a des petits sondages, il y a des choses, mais évidemment, on est loin du physique. Et puis, moi, en tout cas, par rapport au webinar que nous réalisons chez Nomination, un de nos points majeurs, c'est comment engager l'audience. Évidemment, quand on fait un événement physique, il y a le avant et le après événement. Le moment où on boit un café, le moment où on interagit, où on a les quelques mots qui permettent finalement de construire un début de conversation, de construire un début de relation. Jamais évident en mode 100% digital. Alors ça, évidemment, ce bilan, il est fait avec des gens qui ne sont pas des professionnels de l'événementiel, mais ça tombe bien. Ce matin, avec Olivier, on a un pro. Alors, chez Corp Agency, évidemment, j'imagine bien que mars 2020 a été un moment un peu compliqué à vivre. Alors, en tant qu'organisateur de salon, comment vous avez réussi collectivement à basculer en full digital? Dire, est-ce que vous y êtes arrivé? Et puis, quel bilan vous en tirez? Alors on y est parvenu, pas tout de suite. On est d'abord passé par la phase hybride avec notre événement du mois de septembre. On a réussi à passer entre les gouttes en septembre dernier. Les salons ont été autorisés pour 3 semaines. Donc on a eu 3 semaines pour exercer notre métier en septembre dernier. Donc on est parti sur un format hybride. Présentiel et donc digital, avec toutes les complications que ça peut avoir en termes d'investissement de dispositifs, de coordination entre les gens connectés, les gens en présentiel. Donc ça, je dirais que le format hybride est un format qu'il faut encore expérimenter et qui reste à travailler. Après l'hybride du mois de septembre, donc de mi-septembre,
on avait un événement programmé en full digital fin septembre à Toronto. Là, ça s'est très très bien passé. Donc, comme quoi, je trouve que l'approche monocanal est finalement assez facile à maîtriser, comme quelque part l'approche en présentiel simple. Finalement, une fois qu'on a le savoir-faire, l'expertise, bon, on arrive à délivrer un produit de qualité et délivrer la promesse initiale et répondre aux attentes des clients. Donc, on est passé par le screening, l'analyse et l'évaluation, tout un tas de plateformes avant de choisir notre outil. On a aussi un outil en interne qu'on continue à développer, mais actuellement, on utilise plutôt un outil en externe qui nous apporte satisfaction. Donc, c'est une solution qui s'appelle Ubilo. Et aujourd'hui, on progresse dans notre apprentissage des événements digitaux. On en est à notre 4e aujourd'hui. On vient juste d'en faire un cette semaine, parce qu'on a fait un événement sur le quantique mondial il y a quelques jours. Je dirais qu'il y a des similitudes, il y a des savoir-faire qui sont proches entre l'événementiel digital et l'événementiel présentiel. Sur la constitution du produit, la fabrication du produit, on est un peu sur les mêmes savoir-faire. Vendre des espaces, constituer un programme de conférence, faire le marketing de la manifestation, recruter une audience. Ça reste assez proche de ce qu'on peut faire en présentiel. Et après, sur la partie, ce qui va différencier, c'est ce qui va être la différence, ce qui va créer la différence, c'est la logistique, puisque là, on est sur une plateforme digitale. L'intégration peut-être des parties prenantes, les exposants, sponsors ou les intervenants, on leur donne d'autres moyens d'exister, mais il faut qu'ils s'acclimatent à ces nouveaux usages, à ces nouvelles pratiques. Et c'est pas toujours évident. Voilà. Et après, nous, en tant qu'organisateurs, on va suivre de près, analyser de près les comportements, la navigation, les usages, pour essayer de comprendre comment au mieux tirer parti des plateformes digitales, et puis surtout progresser, c'est-à-dire arriver à faire avancer les événements en ligne pour les éditions suivantes. Donc on fait déjà tout un tas d'analyses et d'observations sur ces événements en ligne. Alors justement, Ouais. Olivier, je pense que ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu as assez de recul pour savoir si, sur les participants eux-mêmes, la satisfaction est à peu près équivalente entre un événement physique et un événement digital? Alors, faut distinguer les visiteurs des exposants, pour Bien sûr. ainsi dire. Sur les visiteurs, on est plutôt sur un niveau de satisfaction assez proche, il me semble, des événements présentiels. Bon, personne n'est dupe, on comprend tous qu'on est sur un événement digital, donc faire des comparaisons avec un événement présentiel, on peut le faire, mais ça n'a pas beaucoup de sens quelque part. Donc, et je trouve donc que les visiteurs sont plutôt satisfaits de ce qu'on leur propose. Il y a un très fort volet contenu sur le digital, sur nos événements. Et ça a toujours été un faire venir et enfin, ça a toujours bien répondu effectivement aux objectifs des participants. Quand les participants viennent sur un événement B2B, ils ont 2 objectifs principaux. Faire ce qu'on appelle le shopping, faire du shopping, voir les nouveautés, voir les solutions. C'est ce qui les motive principalement. Et aussi donc s'informer et apprendre. Donc sur le volet apprentissage et information, j'avoue qu'en ligne, on peut faire plutôt du bon boulot et même mieux qu'en présentiel quelque part, même si l'expérience n'est pas la même. En termes d'information, je pense qu'on peut délivrer davantage d'informations pour les visiteurs. Ils peuvent avoir accès à toutes les sessions, ce qui n'est pas le cas en présentiel, puisque tout est enregistré et il y a les replays. Donc en fait, ils consomment le produit en live, mais aussi a posteriori. Donc les prix sont revus à la baisse, en général. Sur le prix d'inscription conférence, on a divisé les prix par 3 ou 4. Donc, pour les participants, plus de contenu et à un tarif plus compétitif. Donc, quelque part, le consommateur est gagnant. Il a l'expérience en moins, mais par rapport à l'objectif de s'informer, il peut mieux s'informer en ligne, à mon sens.
et il consomme le produit quand bon lui semble. Donc il y a eu une espèce pour lui, une simplicité, une facilité d'utilisation qui est, à mon sens, intéressante, qui lui coûte moins aussi parce qu'il n'a pas à se déplacer. Voilà, ça lui prend moins de temps. Alors là, on Côté parle exposant, effectivement, côté ouais, exposant, Sylvie nous pose une question qui, ouais, je pense, est au cœur du sujet. ouais. Est-ce que le ROI des événements digitaux est le même que celui des événements Non, présentiels pour non. les exposants? Pour l'instant, non. Je pense que le ROI actuellement, il doit être à mon sens, par rapport au retour que j'ai, je pense qu'il est autour de 3 ou 4. Et il faut voir à quel moment on le calcule a posteriori. Mais on est plutôt comme ça, spontanément, je dirais, à des ROI de 3 ou 4, sachant que les coûts sont aussi revus à la baisse pour les exposants, hein. Quand vous payez normalement, hein, mais on a au moins divisé les coûts par deux. Enfin les prix, pas les coûts, mais Oui. les prix par deux. Donc nécessairement les coûts par deux pour les exposants sponsors. Et ils ont moins de coûts de leur côté. Il n'y a pas de stand, il n'y a pas de frais de déplacement, il n'y a pas de frais d'hébergement, il n'y a pas de frais. Finalement, il y a peu de frais par rapport à ce que. Sauf Claude qui disait à juste titre, qu'on connaît, Claude, puisqu'il travaille avec nous sur certains de nos événements. Effectivement, il y a des coûts nouveaux qui apparaissent, les coûts de production, les coûts d'enregistrement. On parlait de la vidéo tout à l'heure. Si vous voulez offrir une expérience de qualité, il faut parfois faire de la captation studio. Il faut parfois produire des vidéos. Et ça coûte cher aussi quelque part. En tout cas, c'est des coûts qu'on n'avait pas avant. Mais bon, je pense que l'exposant sponsor, ceci dit, si on prend l'ensemble des coûts qu'il pouvait avoir sur un événement, entre l'achat d'espace, l'aménagement des stands, les coûts externes et périphériques à la participation, je pense que ça revient moins cher. Bon, mais il y a moins de ROI pour l'instant, donc je dirais à peu près 3 ou 4. Sachant que statistiquement, les ROI sur les événements B2B qui fonctionnent, bien entendu, on peut avoir des ROI de 8 à horizon 8 mois après l'événement, quoi. Donc le ROI baisse pour l'instant, Ok. mais les coûts baissent aussi. Donc, enfin, ça se rejoint, hein, ROI et les coûts, de toute façon. Ouais. Ça- Alors, si on revient à une échelle effectivement un peu plus réduite que ces immenses salons, et même j'imagine que c'est un sujet malgré tout pour vous, quand on organise un événement, le premier sujet, c'est faire venir du monde. Alors, quand on a préparé ensemble, Olivier, notre webinaire, évidemment est arrivée la question de l'emailing, hein, qui est un des canaux historiques d'acquisition, en l'occurrence pour tout ce qui est événementiel d'inscription, pardon, d'acquisition de participants. Et évidemment, dans toute une stratégie globale marketing, l'emailing est historiquement un canal majeur. Et en même temps, on entend tous et on a tous une petite voix derrière nous qui nous dit l'emailing est mort. Enfin, en tout cas, régulièrement sur LinkedIn, on voit passer des posts globalement résumant l'idée l'emailing c'est mort, il faut passer à autre chose. Alors, nous, chez Nomination, on a une position assez sympa. Alors, sympa. On a la possibilité d'observer un petit peu ce qui se passe en campagne d'emailing B2B d'acquisition, hein. Donc, on est vraiment sur une focale assez précise, puisque nos clients, on analyse à peu près 1500 à 2000 campagnes d'acquisition B2B réalisées chaque année par nos clients. Et ça nous permet comme ça d'avoir un baromètre qu'on édite chaque année et on évalue comme ça la performance moyenne des campagnes. Et c'est vrai que quand on regarde les courbes depuis 3 ans, mais on pourrait les tirer depuis sur les années précédentes, on sent année après année un tassement, une baisse de la performance moyenne des emailing. Alors cette baisse, elle a plein de causes, hein, mais notamment des enjeux de livrabilité toujours plus fortes avec des systèmes, des pare-feux, des anti-spam, des trieurs de messages de toujours plus efficaces, qui fait que les messages promotionnels sont de moins en moins délivrés en boîte de réception. On a l'apparition des outils qui protègent les boîtes mail de nouveaux expéditeurs non connus. La saturation aussi, puisque
envoyer des emails n'a jamais été aussi facile et aussi peu onéreux en termes de coût de routage. Bref, on sent tous la baisse de la performance. Bon, après, rien n'est perdu et on va en parler avec Olivier. Nous, ce qu'on observe, c'est que ce qui est de moins en moins efficace, et ça, c'est clair, net et précis, c'est les emails classiques, un peu massifs. Néanmoins, quand on est vraiment sur du chirurgical, l'emailing reste un élément clé d'acquisition, que ce soit sur de la diffusion de contenu, sur la lead gen pure ou de l'invitation à l'événementiel. Clairement, l'emailing est un élément important. Alors, chez Corp Agency, vous, évidemment, vous avez des enjeux assez massifs d'acquisition. Je pense à tous vos visiteurs de tous vos salons, mais pas que. Alors, est-ce que l'emailing, ça marche chez Corp Agency? Ça marche, ça continue à marcher. Là, je peux vous partager les statistiques sur nos derniers événements. Sur les 3 derniers événements en 2019, bon, après 2020, il y a eu un peu moins d'événements, comme tout le monde le sait, mais on était sur le canal d'emailing qui constituait près de 45% de nos acquisitions de visiteurs. Enfin, sur un premier événement en 2019, on est à 47, deuxième événement 37%, troisième événement 44% en 2019. Sur l'événement du mois de septembre, on est à 43%. Donc, on constate quand même que le canal emailing reste notre premier canal d'acquisition de participants. Donc, oui, ça marche. Alors, il faut le pratiquer peut-être un peu différemment, mais il ne s'agit pas toujours de faire ce qu'on appelle du marketing d'interruption, mais essayer enfin, on en parlera peut-être plus tard dans la présentation, mais d'utiliser ce canal à bon escient. Mais grosso modo, ça marche. Ça continue à marcher. Y compris sur les événements digitaux que vous avez pu réaliser y compris là? sur les événements digitaux. Sur un événement qu'on a fait au mois de novembre, qui s'appelle VoiceTech, ça représente même 75% de nos inscrits. Bon, aussi parce que sur nos autres canaux d'acquisition, on observe un tassement. Alors justement, c'est quoi vos autres canaux? Alors, deuxième canal d'acquisition pour nous, c'est le word of mouth. Donc, c'est l'acquisition via les collègues. Donc, ça, c'est à peu près, en fonction des événements, ça représente en général entre 15 et 20% de nos participants. Et sur notre événement du mois de novembre 2020, ce qu'on a constaté, c'était un tassement, puisqu'on est retombé à 12%. Et on se dit peut-être que c'est une explication pour être le télétravail. Parce que finalement, quand on télétravaille, on a moins de contact avec ses collègues, quelque part. Enfin, les contacts sont différents. Ça expliquerait peut-être pourquoi, la raison pour laquelle notre deuxième canal d'acquisition chute, perd 5 points, à peu près 5-6 points. Le troisième canal d'acquisition, c'est le site web. Donc, et notamment oui, le site web qui va avec tout le travail qu'on peut faire sur le SEO. Donc, ça, c'est un canal d'acquisition qui représente autour de 10% de nos participants. Et le dernier, qui est à peu près au même niveau que le site web, c'est les réseaux sociaux. On tourne autour de 8-9%. Alors, c'est étonnant que les réseaux sociaux pèsent aussi peu, finalement, alors qu'aujourd'hui, tout le monde est censé être sur les réseaux. Bah, écoutez, je rejoins sur votre analyse. Je te rejoins sur ton analyse. En fait, c'est peut-être effectivement un canal de notoriété et pour nous un canal où on publie énormément de contenu que vraiment un canal d'acquisition. C'est plus peut-être la mécanique d'acquisition en elle-même qui, alors peut-être que c'est un petit peu faussé, j'en sais rien, mais on touche beaucoup de gens via les réseaux sociaux et nos communautés. Ceci dit, sur l'acquisition pure, on est plutôt sur effectivement le site web et l'emailing, quoi, et le word of mouth. Ok, c'est très clair. Est-ce que tu aurais un ou deux tips pour notre audience sur comment on fait des emailing d'invitation à des événements qui fonctionnent le mieux possible? C'est quoi ta sauce secrète? Alors, déjà, il faut varier évidemment les contenus. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'on fait sur ceci sur les réseaux sociaux. Il faut éviter de parler de soi en permanence, mais nous, on fait des emails promotionnels de recrutement, justement. C'est ce qui marche le mieux quand on a des emails simples avec un message simple. On ne va pas réinventer quoi que ce soit en matière de publicité ou de communication, hein, mais
Donc, on fait des emails très recrutement, donc très très agressif quelque part dans la conversion, quoi, avec un message très simple. Voilà la proposition, inscrivez-vous, avec des logiques de early bird, de reminder, de choses comme ça, où on met un peu sous tension notre audience. Et sinon, du contenu, des articles, des livres blancs, des dossiers, donc du contenu, du content marketing, hein, énormément. Et donc on varie beaucoup nos contenus. Et puis la régularité, l'assiduité dans l'action. C'est vrai qu'on envoie beaucoup de mails, des fois parfois on nous le reproche, mais ceci dit, ça fonctionne. Donc ça fonctionne encore. Soigner le design, évidemment. Moi, je fais tous mes mails, enfin, on fait tous les mails en interne. On a des créas pour faire nos mails. On attache beaucoup d'importance à ça. Voilà les bonnes pratiques. Voilà, essayer d'être bien entendu, travailler ses bases, hein, de données, avoir des bases propres, faire un bon ciblage. Enfin, c'est aussi, ça va avec, hein, Bon, ceci dit. rien de révolutionnaire, mais que du bon marketing, en fait. Voilà, bonne pratique et bonne recette. Ça marche. Alors, événements, emailing d'acquisition. Un des points aussi qui nous a semblé intéressant de partager avec vous ce matin est lié à une difficulté peut-être encore plus forte aujourd'hui qu'hier à identifier les bons profils, les bons prospects, la bonne audience à engager sur des événements digitaux, mais pas que. Alors, là-dessus, on voulait partager quelques éléments. Le premier, c'est la lettre K. Alors, pourquoi la lettre K? Vous le savez probablement, hein, mais les économistes adorent utiliser des lettres de l'alphabet pour décrire les situations économiques, et notamment les crises, et la nature des crises est souvent décrite par une lettre. Alors, il y a la période en V où ça descend très fort et ça remonte En très W, fort. ouais. Le W, le L, le U. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une situation que les économistes qualifient d'économie en K. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que contrairement à une période classique où globalement les cycles sont alignés, là on a vraiment une dissociation et deux vitesses, et on le ressent, je pense, tous assez fortement, dans un contexte qui est assez particulier, un contexte, on se le rappelle, à 2020 a été la plus forte baisse du PIB en France depuis que l'INSEE fait des stats, donc globalement à peu près depuis tout le temps. Et en même temps, dans ce contexte de crise, il y a des entreprises qui se portent très bien, des entreprises qui sont même en pleine bourse, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc, c'est ce que reflète cette lettre, le K, avec d'une part une branche qui va vers le haut, des entreprises qui se positionnent avec une proposition de valeur qui s'inscrit et qui amplifie finalement à la hausse les changements liés à la crise, liés au Covid. Et puis de l'autre côté, des secteurs ou des entreprises qui, eux, sont en plein doute ou en plein bouleversement. Et objectivement, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que quand on se projette en tant que marketeur sur des ciblages, les critères classiques, les critères tels qu'on peut tous les utiliser, hein, je cherche tel secteur d'activité dans telle zone géographique avec tel type telle taille de structure, sont des critères qui sont difficiles et qui sont assez limitants pour identifier et faire le tri entre les entreprises qui fonctionnent, les entreprises qui fonctionnent moins, bref, de l'audience à potentiel ou de l'audience à moins de potentiel. Alors, nous, chez Nomination, ça fait quelques temps qu'on essaye de travailler sur le sujet, et généralement, une des premières réponses est toujours la même, hein, on se le dit tous et on a toujours tendance à l'oublier, c'est comment capitaliser sur l'actif client. En effet, si vous avez été en mesure de démontrer à une entreprise dans tel secteur d'activité avec une structure, une taille et donc une organisation spécifique que vous pouvez lui apporter de la valeur, il est probablement plus facile de dupliquer ce succès que d'aller parler à des gens que vous ne connaissez pas du tout. Malheureusement, cette notion de segmentation est toujours un peu un parent pauvre dans le B2B parce que souvent on manque de données. Et donc un des premiers points, clairement, c'est capitaliser sur l'actif client
en identifiant des segments à plus fort potentiel. Et pour identifier des segments à plus fort potentiel, c'est une démarche assez classique, hein. Vous prenez votre portefeuille client, vous le rangez selon 2 axes. Nous, chez Nomination, on a tendance à utiliser 2 axes qui sont assez parlants parce que assez palpable. Le premier, c'est évidemment le secteur d'activité de l'entreprise. Et le deuxième, en vertical, c'est plutôt la taille de la structure. Et en combinant ces 2 éléments et en mettant un indice de valeur, alors la valeur, chez nous, c'est plutôt le panier moyen, mais ça peut être la marge, ça peut être l'audience, ça peut être tout indicateur chiffré que vous souhaitez. Vous pouvez comme ça reconstituer un indice qui va vous permettre d'identifier les endroits où vous avez le plus fort potentiel de développement sur un segment donné. Donc là, dans notre exemple, on voit bien que dans le croisement filiale de groupe BTP, c'est là où notre client, puisque j'ai pris un exemple réel, donc notre client peut avoir le maximum de potentiel. Ces éléments-là, en fait, vont vous aider et vont vous notamment aider à cibler vos messages. On parlait tout à l'heure de l'emailing d'acquisition le plus ciblé possible. Et ben, ça fait partie des éléments clés qui peuvent vous aider. Autre point, les signaux. Une fois qu'on a détecté qu'on avait un secteur ou un segment de prédilection, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, même à l'intérieur d'un segment, vous pouvez avoir des entreprises qui se portent bien et d'autres qui se portent moins bien. Et là, on a tous la capacité d'avoir des éléments qui vont vous permettre finalement d'avoir des signaux, des signaux faibles ou forts d'ailleurs, qui vont vous permettre d'identifier les entreprises entre guillemets qui bougent encore, celles qui sont en développement, celles qui sont en pleine forme et qui donc seraient par exemple les plus intéressées à l'idée de prendre un stand au prochain salon organisé par Olivier et Corp Agency. Quelques exemples de signaux qui peuvent être intéressants à capter. L'embauche de cadres dirigeants. On sait que quand une entreprise continue d'embaucher des cadres et des cadres dirigeants, c'est plutôt une entreprise qui est en pleine forme, plutôt une entreprise en expansion. Et donc, c'est signal de budget, de projet pour les fournisseurs. Si vous regardez sur des entreprises de taille plus petite, clairement, on a un signal qu'on aime tous et qui est abondamment relayé dans la presse, c'est tout ce qui est levée de fonds. Une entreprise qui fait une levée de fonds est évidemment une entreprise qui est dans une phase d'accélération. Et pour le coup, si vous prenez par exemple une thématique sur l'IA, une entreprise, une start-up qui fait une levée de fonds pourrait être par exemple extrêmement intéressée à l'idée d'avoir de la visibilité et de devenir annonceur sur le salon Big Data. Et puis, autre exemple, mais il y en a des dizaines et des dizaines de typologies de signaux, hein, l'acquisition d'une entreprise qui rachète un concurrent ou qui rachète une activité. Là aussi, c'est des signaux positifs qui vont vous permettre d'identifier, entre guillemets, les cibles à plus fort potentiel. Alors, chez Corp Agency, j'imagine qu'au-delà de l'acquisition de l'audience des participants à vos événements, ce qui vous fait vivre, c'est probablement et beaucoup plus les annonceurs. Alors, vous, aujourd'hui, comment vous faites pour aller chercher des annonceurs et développer votre newbies sur ce volet-là? Alors nous on screen, enfin on essaie on utilise des mappings, notamment il y a des mappings qui sont édités chaque année et qui représentent, qui cartographient les différents acteurs sur le marché. Donc ça c'est des choses dans la tech, il y a des sociétés qui font ça très bien, hein, qui éditent chaque année un mapping des nouvelles sociétés par activité, par solution, par segment. Il y a aussi des cabinets d'études marketing, hein, qui produisent, qui recensent par industrie donc les startups, les nouvelles entreprises. Donc on va piocher dans ces études et sur ces mappings pour identifier des prospects. On fait aussi, on regarde un petit peu ce qui se passe sur le web, donc ça peut être du social listening, donc voir s'il y a justement sur certains mots-clés des entreprises qui communiquent, qui font de la publicité. On utilise beaucoup les bases de données aussi, hein, aussi comme la vôtre, hein, c'est-à-dire c'est des outils de segmentation, de
finalement d'intelligence économique. C'est des bases de données donc sur lesquelles on peut trouver, parce qu'elles sont bien rangées et parce qu'elles sont bien structurées, les entreprises qui nous intéressent. Nomination, pour ça, est très très bien fait avec, je dirais, la richesse de ces filtres et de ces outils de segmentation. On peut aller très très loin dans les recherches d'entreprises. On utilise aussi beaucoup LinkedIn avec leurs outils de Sales Navigator, enfin leur outil Sales Navigator, et puis maintenant d'autres outils qui se pluguent à Sales Navigator qui permettent de travailler ces bases. En fait, finalement, LinkedIn, ça devient une base de données externalisée, géante, avec des dizaines de millions de profils, et pareil, des outils de filtre de segmentation qui sont quand même très très bien faits. Donc voilà ce qu'on fait en général sur ce volet-là. On fait aussi de la pige sur d'autres événements. Enfin, c'est assez classique sur des événements récurrents, enfin concurrents. Voilà. Et aujourd'hui, votre focus, c'est quoi? C'est plutôt convaincre vos anciens clients de revenir et de basculer en digital, ou c'est essayer de trouver des nouveaux annonceurs? Les deux, mon capitaine. J'aurais tendance à dire, même sur les événements qui fonctionnent très bien, vous avez jamais 100% de reconduction, à part de rares exceptions, mais encore. Donc il y a toujours un pourcentage de nouveaux clients à aller chercher. En moyenne, je crois que statistiquement, sur les événements qui fonctionnent le mieux, on est à peut-être 75% ou 80% de reconduction. Il reste 20% à les trouver. Ça, c'est sur les événements qui fonctionnent le mieux. Sur les événements qui fonctionnent le moins bien, parfois, on doit reconstituer 40% du pool exposant. Ça, c'est sur les marchés en développement, parce que nous, on est sur des marchés d'innovation parfois, donc qui sont encore assez peu matures et qui sont pas structurés. Et donc, il y a des nouveaux entrants, il y a des gens qui sortent du marché. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais donc, on fait les deux nécessairement, du newbies. La fidélisation sur un événement qui marche bien, elle est assez simple. Enfin, comme tu le soulignais en début de présentation, on est quand même sur un canal et un média qui intéresse les annonceurs et les décideurs marketing. Donc, un événement qui fonctionne, il est reconduit d'année après année. Donc, une fidélisation naturelle qui se crée. Et malheureusement pour les clients, ont parfois pas trop le choix, parce qu'ils sont parfois un peu otages des événements à succès. Effectivement, par rapport à ta question, deuxième partie de la question sur le digital, il faut convaincre. Alors on a moins en moins besoin de le faire. Il faut quand même savoir, j'ai lu récemment qu'il y a eu Eventbrite a déclaré que 1 million d'événements avaient été organisés en digital, alors de toutes les tailles, pour 75 millions de participants en 2020. Donc c'est énorme. Il y a quand même 75 millions de personnes dans le monde qui ont participé au moins une fois à un événement digital en 2020. Donc il y a quand même une acculturation qui se passe, qui se développe. Et ça joue en notre faveur. On a moins besoin d'éduquer à partir du moment où les gens. Moi, j'ai vu une évolution entre évidemment l'avant mois de septembre et puis aujourd'hui, quand on propose nos événements digitaux, ça se passe plutôt bien. Il y a de moins en moins il y a toujours un petit peu d'insatisfaction par rapport au canal, mais quand même les annonceurs s'y sont mis et essayent d'y trouver leur avantage. Ok, Donc, super. ouais. Et par exemple, tout à l'heure, tu nous as annoncé un peu en avant-première la création d'un nouvel event à Cannes. Ouais. C'est quoi, par exemple, sur ce type d'événement, le dispositif de communication à destination des annonceurs que tu mets en place? Après, ça change pas vraiment. Enfin, comment dirais-je, le dispositif est assez bon. C'est un événement hybride sur Cannes, donc évidemment, ils sont associés de près à la campagne de recrutement et marketing qu'on réalise sur la manifestation, donc à travers nos différents canaux. Là, ils vont être associés à la médiatisation, parce qu'il va y avoir une médiatisation assez forte sur un événement mondial. On est obligé de travailler avec des gros réseaux. Donc là, on va faire davantage de publicité.
et les grands partenaires seront associés à la campagne de publicité, donc seront présents sur les supports. Sinon, on les associe en amont sur les contenus qu'on peut publier, sur nos campagnes d'emailing, sur les réseaux sociaux, bien entendu. On leur fournit tout un tas d'outils et de supports pour qu'ils puissent communiquer sur leur propre participation, quelque part. On fait un peu agence design internalisée pour eux, en leur fournissant des supports. Puis après, il y a le volet digital, mais le volet digital, c'est vrai qu'à date, pour les organisateurs d'événements, il vit quand même, à mon sens, pas encore assez. C'est-à-dire, il vit surtout un tout petit peu quelques semaines avant la manifestation. Et là, c'est au moment où on ouvre les applis. Et puis après, c'est surtout pour l'instant le live qui prédomine et le replay, pour ainsi dire, le post-event qui prédomine sur la partie digitale. Et là, les marques ont une présence en ligne, une vitrine, un espace pour s'exprimer, pour exister, pour échanger. Mais c'est surtout en digital, c'est vrai que c'est surtout ceci dit, enfin un petit peu comme dans le présentiel, mais c'est surtout le jour J et puis a posteriori, quoi. Alors, merci pour tous ces éléments. On s'était réservé à peu près 10 minutes de questions-réponses si vous le souhaitez. Moi, j'ai une question peut-être de conclusion, 2 questions de conclusion pour toi. La première, tout à l'heure, tu disais le digital est pour l'instant encore événementialisé au sens jour J et puis quelques jours après. Est-ce que tu penses que les salons virtuels permanents sont une orientation plausible dans l'évolution de ton métier? C'est difficile à dire, hein. Honnêtement, il y a pas mal d'expérimentations qui sont menées. Je peux par exemple parler de la place de marché de Maisons et Objets. J'ai pas forcément le nom en tête, mais la place de marché de salon dans le textile, donc comme je pense Première Classe ou enfin il y a un certain nombre de salons qui essayent d'aller vers la place de marché, qui arrivent à quelque part à proposer des plateformes qui, à mon sens, fonctionnent. Et après, ils ont plus de mal à les monétiser pour l'instant, donc à être rentable quelque part. Et c'est un problème qui est assez récurrent sur les places de marché. Donc, aller vers les places de marché, parce que tu parlais d'un salon permanent, mais pour moi, c'est une place de marché quelque part. Euh, c'est une voie qui est explorée par certains d'entre nous. Pour l'instant, je ne suis pas eu écho de réussite phénoménale sur la question. C'est pas forcément évident. Ça s'accommode pas à toutes les industries. Peut-être que dans le textile, ça le fait parce que c'est des industries de produits et donc même si on voit pas les produits, ceci dit, il y a beaucoup on peut visualiser toutes les références en ligne. Enfin, dans une démarche produit, ça peut peut-être se faire. Et puis sinon, les organisateurs, ils essayent d'aller vers la gestion des communautés, donc plutôt essayer de constituer des communautés en ligne et de les animer. Ça, c'est peut-être, moi, j'irais plutôt vers là. J'irais plutôt vers l'animation de communautés, ou alors la constitution de réseaux sociaux, quelque part, réseaux fermés pour une industrie donnée. Ça, je pense qu'on peut le faire. Voilà. La place de marché, ça me paraît, même si on pourrait penser spontanément que c'est faisable, c'est pas si facile que ça. Alors, merci. Deuxième question de conclusion. Est-ce que tu as une prévision de quand est-ce qu'on pourra à nouveau faire des événements physiques? Et à ton avis, est-ce que on pourra revenir en arrière et ne plus avoir au moins une partie des événements digitaux? Alors, les prévisions, c'est la rentrée. L'industrie se prépare pour faire sa rentrée, comme l'an dernier, ceci dit, au mois de septembre. Certains sont plutôt sur le 4e trimestre, donc c'est pas mois de septembre, c'est octobre, pour ainsi dire. Il y a déjà des pays il semble, qui ont réouvert. Je pense que la Chine a réouvert. Bon, on a de bons espoirs sur les États-Unis aussi parce que bon, ils vaccinent à tour de bras, donc il y a bon espoir que il y a bon espoir que des pays réouvrent,
même plus tôt que prévu. Hein, bon, il faudra que les conditions sanitaires s'y prêtent parce qu'il y a quand même une réglementation à respecter et c'est pas si facile. Moi, je suis bon espoir sur le voilà fin septembre idéalement et peut-être octobre, novembre, décembre quoi. Ok. Pour les événements en local, pour ainsi dire, ou avec ou avec peut-être un certain nombre une géographie avec des pays frontaliers, mais pas les événements mondiaux. C'est pas pour aujourd'hui. A priori, on est plutôt sur au mieux des événements. Je parle peut-être de la 2022 continentaux, par exemple européens pour nous. Les retours aux événements mondiaux, pour l'instant, c'est difficile à prévoir. Et tu, 2023 ou je sais pas. Ouais. et tu paries sur une rebascule en full présentiel ou tu penses que la partie digitale, événements digitaux va rester maintenant, enfin, c'est un état de fait et ça ne va pas revenir en arrière? Moi, je pense qu'il ne va pas y avoir de retour en arrière, c'est-à-dire parce que ça rend service à beaucoup de monde quand même. Faut pas croire. Il y a des no-shows, il y a les fameux no-shows sur les événements qui peuvent représenter jusqu'à 50% des inscrits. Les raisons pour les no-shows sont souvent des conflits d'agenda, et des contraintes trop importantes pour se rendre sur un événement. Donc le digital répond à ces contraintes et à ces conflits d'agenda nécessairement. Donc à partir du moment où c'est bien fait, donc moi je pense qu'il y a une partie de la clientèle qui va continuer à consommer du digital. Il y a les replays notamment, ça c'est quand même très pratique quand on veut avoir accès à l'ensemble du programme. Mais il va y avoir un retour au présentiel. Donc les prévisions, c'est de dire allez 80-20 quoi, 80% en présentiel, 20% en digital. Ça c'est les prévisions. Il peut y avoir des exceptions quand on est sur un événement mondial, par exemple. Faire un retour à un événement mondial sur le deuxième semestre, ça paraît très compliqué, c'est impossible à mon sens. Donc en fonction de l'événement, il peut y avoir une proportion plus ou moins importante de digital. Mais les annonceurs veulent revenir à 80, je crois, 90%. C'était les statistiques qui avaient été partagées par Comexposium récemment. Sur les grands événements, les annonceurs veulent revenir au présentiel, majoritairement. Les visiteurs sont plus mitigés. Donc voilà, 80-20, ça me paraît être une bonne répartition. Merci Olivier. Alors moi, pour conclure, s'il nous reste quelques minutes, j'avais un dernier chiffre, j'aime bien les chiffres, à vous partager ce matin. C'est un petit extrait du dernier baromètre. On aime aussi beaucoup les baromètres chez Nomination qu'on a fait avec l'ADTEM sur les projets des décideurs marketing. Donc c'est un baromètre qu'on a sorti le mois dernier. Et à la question quelles sont vos priorités pour 2021, à 74%, les marketeurs ont dit intégrer encore et davantage le digital. Donc je pense que effectivement, Olivier, même si sur le parti événementiel, on a tous envie de retourner un petit peu dans le physique, cette intégration du digital va rester encore un sujet clé. Si Il y vous avait avez une des question, questions, oui, une question de Christelle sur oui. l'impact RSE d'un événement. Il y a des baromètres, enfin il y a des outils de mesure qui existent, qui sont proposés par l'UNIMEV, notamment notre association professionnelle de syndicats de référence. Il y a quelques événements qui le font, qui commencent à mesurer leur impact RSE, leur impact carbone sur des événements. Donc il y a quand même des initiatives qui sont menées. Les prestataires aussi se structurent. GL Events fait un gros travail sur l'usage de ces matériaux et de ces équipements pour favoriser le recyclage et voilà donc les économies d'équipements et de matériaux. Donc ça arrive dans l'industrie. Il n'y a encore pas assez probablement d'initiatives dans ce sens-là, mais il y a quand même une prise de conscience de la filière sur ces questions-là. Merci Olivier. Alors j'en profite pour relayer le message de Corentin. N'hésitez pas à prendre une minute pour remplir le questionnaire de satisfaction.
Merci beaucoup, Olivier, d'avoir pris le temps ce matin de Je partager un t'en retour prie. d'expérience parce que on bricole tous des événements et c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un pro du sujet. J'espère vous avoir intéressé. J'espère qu'avec Olivier, on a pu apporter des éléments concrets, pragmatiques et pas trop théoriques. De mémoire, vous allez recevoir un lien avec le replay. Donc, si vous souhaitez partager, n'hésitez pas. Merci à tous pour votre présence. Il est presque midi. L'essentiel des gens sont restés pendant toute la session. Donc, Olivier, c'est qu'on a dû raconter des trucs intéressants. Ouais, c'est pas trop mal sorti. Ouais. On s'en est pas trop mal sorti. Merci à tout le monde. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci à Au revoir. tous. Au revoir.